Bonjour tout le monde, re-bienvenue à DG de Salon. On est content d'être de retour. J'accueille Madani en studio. Comment ça va? Hugo, ça va super bien. J'avais hâte de refaire ça aujourd'hui. Ouais. Ça fait longtemps, comme tu dis, qu'on n'est pas là. Fait qu'aujourd'hui, on va parler un peu des nombreux échanges qui sont arrivés dans la Ligue nationale récemment. Puis on va suivre ça avec je vais dire ça en anglais, des targets potentiels pour le Canadien cette saison morte. Ouais, bon ben parfait. Madani était, je peux vous le dire, bien content là, de revenir puis d'enregistrer ça aujourd'hui. Fait que c'est lui là, qui a entre autres planifié un peu le contenu, ou du moins c'est ça, ce dont on va se parler aujourd'hui. Fait que Madani, je te laisse aller. Parle-nous d'abord des échanges. C'est sûr qu'on va commenter un peu là, sur cette transaction-là. Je me souviens pas d'un moment où il y a eu autant d'échanges, je dirais quelques jours avant le repêchage. Je sais pas ça date à quand, mais c'est une année particulière. Là. Je dirais que, en tout cas, moi, depuis que je regarde le hockey, j'ai jamais vu ça. Puis je dirais que c'est attribuable au fait que les agents libres cette année sont vraiment faibles. Il n'y a aucun gros nom. Il y avait Alex Stock, mais il vient de se faire échanger et signer avec les Capitals de Washington. On va en reparler. Mais on va commencer. Vas-y. Toi, tu penses que ça s'explique par ça? Ouais, je pense que ça s'explique par ça parce que les joueurs, les équipes qui cherchent à combler des besoins, qui feraient ça normalement à travers les agents libres, ben ils n'ont pas les agents libres nécessaires pour le faire. Fait qu'ils vont faire ça par le marché des échanges. Ouais. Tu vois les gros noms qui sortent dans les échanges. Il y a plusieurs grosses transactions dans les derniers jours. Je me demande aussi, en tout cas, peut-être qu'on n'est pas très satisfait de la cohorte de repêchage aussi, parce qu'il y a beaucoup de choix quand même. Bon, il y a le 4e choix qui a bougé, le 9e choix qui a bougé. C'est quand même, en tout cas, 2 choix top 10, ça arrive pas souvent. Ouais, mais c'était rare qu'un choix top 5 ait bougé, ça faisait plusieurs années. Fait que, est-ce que, à quelque part, on trouve, toi tu connais plus ça que moi, là, les espoirs, est-ce que tu trouves que c'est une cohorte qui a peut-être moins de profondeur, qui est moins intéressante pour ces équipes-là? C'est entre autres pour ça que... Je dirais que cette cohorte-là a moins de profondeur, mais je dirais que dans le top 10, ça reste quand même... Je dirais que le top 10 spécifiquement reste très solide. Donc je pense pas que c'est pour ça que les équipes ont bougé. Moi, je pense que c'est plus attribué au fait, comme on a dit, que les agents libres n'étaient pas super forts, mais qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont là, qui sont prêtes à gagner, mais qui ont des trous. C'est comme le Canadien qui manque de deuxième trio, il manque un champ de deuxième trio, manque un allié de deuxième trio. Il y a pas juste ça. Là, mais les gros besoins qu'on a depuis plusieurs années. Il y a beaucoup d'équipes, qu'on regarde par exemple Washington, ils sont là, ils vieillissent, même si leur corps ils veulent capitaliser les dernières années d'Ovechkin. Ottawa aurait fait partie de ce groupe-là, puis là, on sait pas trop où est-ce qu'ils vont aller. Fait que, je comprends ton point. En même temps, il y en a d'autres qui pourraient dire, dans on va dire dans un environnement aussi compétitif, particulièrement dans l'Est, où tout le monde est relativement fort, il y en a certains qui pourraient décider d'appuyer sur la pédale à break un peu, là, puis de dire, regarde, on va essayer de... peut-être pas nécessairement de reconstruire, mais de se renforcer, quitte à ce que ça nous prenne plus longtemps, parce que là, la compétition est féroce. En tout cas, je sais pas si c'est vraiment dans cette direction-là que les sénateurs vont aller. Ça a l'air qu'ils veulent pas reconstruire. Là. Ça a l'air que le DG... c'est ça. Ils ont échangé Brady Tkachuk parce que Brady Tkachuk a informé la direction des sénateurs qu'il ne re-signerait pas à la fin de son contrat. Son contrat se terminait quand? Je pense qu'il restait 2 saisons à son contrat. Donc, il expirait pas, il restait une autre année après. Je suis pas 100% sûr. Le contexte, c'est qu'il a donné aux sénateurs 4 équipes où ils pouvaient l'échanger, parce qu'il y avait une clause de non-échange, non-mouvement, en fait, là, complète. Là. Puis ça, c'est en tout cas, je trouve qu'on est vraiment généreux, ces clauses de non-mouvement. Dans le cas de Brady Tkachuk, c'est correct. Mais en général... Tu sais, là, les Canucks de Vancouver, là, il y avait, tu sais, les Brock Besser et compagnie, là, ils ont toutes ces clauses de non-mouvement-là. Philippe Hronek a une clause de non-mouvement. Mais tu sais, c'est des bons joueurs, mais en général, c'est vrai que on lançait à tout le monde. Des clauses de non-mouvement. Non, mais c'est quand même leur premier défenseur, mais tu regardes comme une équipe comme New Jersey qui a une clause de non-mouvement à Jonathan Kovacevic, puis on voit ça partout à NHL, là, c'est plein de désastres comme ça. Là, c'est même des meilleurs exemples, mais en tout cas, c'est parce que, tu sais, dans ma tête, c'est clair que
les Canucks, dans la position dans laquelle ils se trouvent, ils devraient essayer de liquider des joueurs, mais ils peuvent pas à cause de ces clauses de non-mouvement-là. C'est un peu... honnêtement, moi, je pense qu'on est un peu dans l'abus. On en avait parlé parce que on considérait que c'était une des raisons qui avait fait en sorte que la date limite des transactions avait été un peu décevante. Les clauses de non-mouvement. Fait qu'on s'en est déjà parlé. C'est l'exemple de Colton Parayko qui est échangé puis ça va fonctionner. Exact. Mais en tout cas, il y a énormément de clauses de non-mouvement. Brady Tkachuk, c'était quand même le capitaine d'équipe. Fait que pas le choix de comprendre, là. Puis ça aussi, c'est une autre tendance là, que je remarque de plus en plus, là, des joueurs, des capitaines d'équipe canadiennes qui sont des joueurs Dylan américains. Larkin. C'est pas une équipe canadienne, mais qui veulent changer d'adresse. Tu parles de Quinn Hughes? Ben oui, je parle de Quinn Hughes, je parle de Brady Tkachuk. Ouais, mais la différence, il y a une situation qui est drastiquement différente pour moi entre Quinn Hughes et Brady Tkachuk. Absolument. Je suis d'accord. Je suis d'accord dans le cas de Quinn Hughes, évidemment. Là, c'est un désastre. C'est pas comme s'il je sais pas si les gars se parlent dans le vestiaire d'Américains aux Jeux Olympiques, mais là, tout le monde veut quitter son équipe. Tu sais, Dylan Larkin aussi, c'est quand même une grosse décision. Puis... Quoique, lui, je peux comprendre aussi qu'il doit certainement avoir un peu un sentiment de frustration parce que Détroit manque de gaz tout Dylan le temps Larkin, tu peux plus comprendre que Brady Tkachuk. Brady Tkachuk, en fait, c'est un petit caprice du gars qui voulait aller jouer avec son frère. C'est sûr, c'est sûr. Puis probablement, j'oserais dire que ça, c'est une référence en tout cas, c'est un insight de les gens qui nous écoutent, qui comprendront. Là. Mais je pense que dans le cas de Brady Tkachuk, il y a probablement aussi des idées politiques qui font qu'il y a peut-être plus le goût de se rapprocher de la Floride puis de son frère. Je pense pas que c'est le plus grand... mais c'est certainement un Américain qui aime bien quand même l'administration en place. Il veut... il y a des avantages à jouer en Floride. Il est avec son frère, il paye moins d'impôts. Là. Ouais. Mais je pense que peut-être aussi le fait que... là, les Américains ont gagné la médaille d'or. Là. Je pense qu'il était peut-être un peu fatigué à l'idée de représenter une équipe canadienne. Mais c'est décevant, c'est le capitaine de l'équipe, c'est la responsabilité de mener ce groupe-là. Il y avait une grosse rivalité entre le Canada et les États-Unis. On n'avait pas vécu ça depuis quand même longtemps parce qu'avant ça, les meilleurs joueurs, depuis 2014, je pense, c'est la dernière fois. Puis la Coupe du Monde, c'était en 2016. Fait que ça faisait comme, mettons, la confrontation des 4 nations. Ça faisait peut-être 9 ans qu'il n'y avait pas eu de confrontation best on best. Fait qu'évidemment, ça a renforcé un peu cette rivalité-là. Brady Tkachuk était un des visages là, vraiment, de l'équipe américaine. Aux 4 nations, c'était le meilleur joueur des Américains, selon moi. Là. Puis Matthew avait été blessé, là, puis Brady avait vraiment il avait volé le show, d'un cran. C'est ça, fait que je me demande si ça n'a pas un lien, ça aussi, le fait d'avoir été autant... d'avoir haï autant le Canada, mettons, durant ces 2 dernières saisons, parce qu'il représentait évidemment les États-Unis avec une grande fierté. Évidemment, le frère aussi qui joue en Floride, je pense que ça joue pour beaucoup. C'est sûr. Mais je trouve que... je pense que les fans des Sénateurs ont bien raison là, d'être fâchés après lui. C'est honnêtement... On n'a pas vu ça souvent dans la Ligue nationale de hockey. Là, des joueurs qui forcent des échanges comme ça. Puis là, on a vu Brady Tkachuk, on a dit Larkin. Puis là aussi, j'ai vu des rumeurs dans les derniers jours, je sais pas si tu as vu ça, mais de Zach Werenski qui va potentiellement être mécontent dans cette situation. Un autre Américain. Va peut-être vouloir un échange. J'ai pas vu ça, mais en tout cas, c'est une tendance... on voyait ça beaucoup plus dans la NBA. Ouais, des super teams, là, des stars qui viennent ensemble pour créer des contenders. Je vais être honnête, je suis pas sûr que j'aime ça, là, cette tendance-là. Non, mais je trouve ça, en tout cas, je trouve ça bien malheureux. Puis de la part de Brady Tkachuk, comme je dis, je trouve ça me donne une impression du petit gars qui fait un caprice, là, puis qui veut aller jouer avec son frère, puis qui est tanné de représenter une équipe canadienne. Puis il a tiré vraiment les Sénateurs, il leur a tiré dans le pied, là, il leur a poignardé dans le dos. Puis les Sénateurs, moi au départ, ma réaction initiale quand j'ai vu cet échange-là, t'as les détails. Ouais, là, je vais le dire, moi je trouve que
que Ottawa s'en est relativement bien tiré, considérant qu'il y avait une grosse mouvement de 4 équipes. Explique le package. Là, en fait, je vais commencer avec une prémisse pour les Panthers de la Floride. Ouais. Pour aller chercher Brady Tkachuk, avant ça, ils ont échangé Mackie Samoskevich à Seattle en retour. Qui était pas vilain, mais c'est un bon joueur, mais qui ne fitait pas dans le top 6 de l'équipe. Fait que c'était un joueur. Mais c'est un gars qui pourrait se retrouver sur un top 6. Oui, mais tu sais, pour moi, c'est un joueur de 2e, 3e trio. C'est le maximum. Là, c'est Seattle qui va faire son acquisition. Ils ont donné le 25e choix au repêchage cette saison et un choix 2e ronde en 2027 pour Mackie Samoskevich. Fait que pour moi, pour les Panthers, pour moi, c'est un A+, cet échange-là. T'sais. Ils vont chercher un choix de première ronde, un choix de 2e tour pour un joueur dont ils n'ont pas besoin du tout. Le choix de première ronde, il est tardif. Là. Je comprends, mais Mackie Samoskevich, il était dû pour une extension. Ouais. Puis 25e, moi, je trouve que c'est particulièrement bon, considérant ce exactement, c'est pour ça que ça leur permet. Ils ont pris ce choix numéro 25. Si cet échange-là s'était fait... en fait, ça avait arrêté là... Surtout considérant la position dans laquelle se trouvent les Panthers, j'aurais pas trouvé que c'était nécessairement... Non, mais c'est ça, mais ça mettait la table pour un autre move. Puis en regardant ça avec tout ce qu'on a vu, pour moi, c'est un A+, pour les Panthers. Ils ont pris ce choix 25-là, ils l'ont packagé avec le choix numéro 9 qu'ils possédaient dans le repêchage, avec leur choix de première ronde en 2029 qui est top 10 protected. Donc, s'il tombe dans le top 10, il va aller en 2030, ainsi que leur choix de 2e ronde en 2030. Donc, c'est 3 choix de première ronde et un choix de 2e tour pour Brady Tkachuk. Pour moi, les Sénateurs, c'est pas du tout idéal parce que c'est une équipe qui veut gagner en ce moment. Puis ils l'ont dit. Ils ont fait un autre échange avec le choix numéro 9. On va en parler dans une seconde. Ouais. Mais en regardant ça, ils sont allés chercher quand même des assets intéressants pour aller faire d'autres moves. Ils ont maximisé le retour considérant le fait que leur main était liée. Exactement, c'est ça que j'essaie de dire. Vraiment. Moi, ma réaction initiale quand j'ai vu ça, j'ai dit voyons donc, qu'est-ce que les Sénateurs d'Ottawa font? De pas obtenir aucun joueur actif dans la Ligue nationale pour ton meilleur joueur. Ben, c'est peut-être pas ton meilleur joueur, mais c'est ton capitaine. Je comprenais pas là ça, puis après ça on a comme compris que Brady Tkachuk il leur avait donné seulement 4 équipes, puis que dans le fond les 4 équipes là, qu'il avait nommées, c'était le Wild du Minnesota, les Panthers de la Floride. Là, j'ai un blanc. Je pense que c'était la Caroline. Oui, c'est ça, puis Vegas. Okay, exactement. Il y avait juste une seule équipe dans ces 4-là qui avait un choix top 10 cette année. Ouais. Fait que ça ressemblait à ça. Ça a été finalement une bonne chose que Ottawa se tourne vers les Panthers, même si ça demeure quand même une équipe avec laquelle ils vont être en compétition l'année prochaine. C'est une équipe qui se trouve dans leur division. Les Panthers de la Floride, leur équipe a l'air extrêmement dangereuse. C'est à se demander si c'est peut-être pas une mauvaise chose qu'il y ait eu autant de blessés cette année. En tout cas, ce choix-là leur a permis d'aller chercher Brady Tkachuk. Exactement. Fait qu'ils sont bien plus forts pour la saison prochaine qu'ils l'auraient été s'il n'y avait pas, évidemment... Ils vont arriver en saison, ils vont être plus frais. Ils vont pas faire 4 rondes de série. Là. Les autres sont vraiment dangereux. Oh, vraiment. Puis, en tout cas, en gagner 3 de suite, c'est sûr que ça aurait été dur, surtout quand finalement t'as fait la finale aussi la 3e année. Ouais, fait que l'année d'avant. T'as joué toutes les matchs que tu pouvais jouer dans les 3 dernières années. D'avoir une année de break un peu. Ouais, ça va faire du bien. Puis d'aller chercher Tkachuk, là on parle puis c'est vraiment, tu sais, non seulement c'est une équipe qui est talentueuse, mais ça va être une équipe qui va être extrêmement ton deuxième trio va ressembler à Tkachuk, Bennett, Tkachuk. Ouais, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Puis t'as un premier trio de Barkov, Reinhardt, Verhaeghe. Ouais, c'est encore Brad Marchand sur la. T'as Brad Marchand avec Lundell puis Luostarinen sur ton troisième trio, c'est ridicule. Non, c'est le meilleur top 9 de la ligue de loin. Oui. Puis, en tout cas, Bobrovski n'a pas eu une bonne saison cette année. Bobrovski, ça, c'est une question. Il n'y a pas de contrat. Donc, on va voir ce qui va arriver avec Bobrovski. Ah oui, son contrat expire là. Il expire. Il n'y a pas de contrat. Il a 38 ans. Il n'est pas jeune. Ouais, c'est ça. Puis, il n'a pas connu une bonne saison. En tout cas, c'est sûr que. Il n'y avait pas d'aide devant lui avec les blessures. Non, mais faut le dire. Ça a été difficile. Puis, défensivement, on n'est pas vilain là du côté des Panthers. Quand on regarde ça sur papier, tu sais,
Jones, Aaron Ekblad qui sont là. Ouais, ben Gustav Forsling qui s'est établi comme leur premier défenseur, qui est extrêmement bon défensivement. Ce qui leur manque vraiment, c'est un défenseur offensif. T'sais, ils ont personne pour leur premier powerplay. Ben, c'est Seth Jones, en fait, qui joue un peu ce rôle-là. Ouais, ben, puis Balinskis, qui est leur 6e défenseur, mais c'est pas du premium là, en tant que défenseur offensif. Ouais, mais tu sais, ben, moi, j'aime bien Simon Snake Boisvert, tu le sais, puis il dit souvent que la défensive, c'est un tout. C'est pas juste une recette à suivre de ton défenseur ton défenseur numéro 1, ça te prend tel gars, puis il doit fitter dans telle case. Puis non, mais t'as quand même besoin d'une défense qui est capable de bouger la rondelle, puis souvent, c'est un gars qui est capable de partir de l'attaque, ils n'ont pas ce gars-là. Tu sais, c'est Forsling, Ekblad, Mikola, Jones, Kulikov, c'est la dominance de leur attaque. La dominance de leur attaque compense pour le manque de défenseurs qui bougent bien la rondelle. Ouais, mais Seth Jones leur défense reste super solide. En série, moi, c'est le genre de défensive que j'aime. Ça brasse, c'est solide, mais il manque ça donne pas le goût de t'aventurer devant le filet. Je comprends, mais il manque un défenseur, du caractère plus offensif. Là, ils ont Balinskis, mais c'est pas exactement ce que tu cherches pour ton premier powerplay. Je comprends. Mais en tout cas, moi, je pense que... Moi, je pense pas qu'ils ont fini. Je pense qu'ils vont essayer de signer un défenseur à caractère offensif. Moi, je trouve que Seth Jones c'est pas si pire. Il jouait sur leur premier avantage numérique là, cette année. Là. En tout cas, je sais pas, faudrait que je regarde les statistiques, mais honnêtement, je trouve que la défensive... est solide, là. Peu importe. Je me dis pas. Pour moi, tu me dis que ils n'ont pas de puck mover. Tu me dis que les Panthers, c'est tes favoris pour la Coupe Stanley, puis il n'y a aucun débat avec ça. Cette équipe-là est tellement bien construite. On va voir c'est qui est dans les buts. Puis après, on va se prononcer là-dessus, mais ça va très bien pour les Panthers, puis j'ai peur d'eux autres en tant que fan du Canadien. Ouais, c'est ça, parce que là, en tout cas, il va falloir. On va compter un peu sur le fait que Toronto ne rebondira pas parce que sinon... Ben, il n'y a pas de place pour qu'ils rebondissent si haut que ça, là. Non, mais le pont, à moins que... Qu'ils détrônent le Canadien. Ouais, c'est ça. Ouais. Exact. C'est quand même on va voir ce que Buffalo va faire aussi, parce que Buffalo... En tout cas, dépendamment de ce que Ottawa va faire, c'est sûr qu'Ottawa, s'ils disent qu'ils veulent pas reconstruire, puis s'ils essayent finalement de se revirer un peu sur un dissous... Ça donne 7 équipes compétitives dans la division Atlantique. Ouais. J'élimine Détroit à cause que j'assume que Larkin va pas être là à leur premier match, mais c'est ça. Fait que, puis en tout cas, peut-être que Ottawa sera pas nécessairement capable de remplacer Tkachuk. Puis souvent, quand t'es pressé... Bon, on parle-tu de l'échange qu'Ottawa a fait pour tenter de potentiellement... Ils ont utilisé le choix numéro 9 qu'ils ont acquéri de la part des Panthers, puis ils l'ont échangé... Qui l'ont acquis, oui, t'as raison. Ils ont fait l'acquisition, puis ils l'ont échangé aux Sharks de San Jose en retour de William Eklund et de Kasper Altunen. Ouais. Donc, tu sais. Ouais. Est-ce que c'est. William Eklund. C'est un joueur complètement différent de Brady Tkachuk. C'est un joueur en finesse. Il est pas gros. Mais tu sais, il a quand même joué. Du chien, là, il y a du chien. Il a joué dans le top 6 à San Jose. T'sais, moi, je pense qu'il va jouer dans le top 6 à Ottawa, mais il va pas avoir autant d'impact que Brady Tkachuk. Puis déjà, Ottawa, c'était quand même une équipe, on va dire, de milieu d'alignement qui se classait pour les séries. Ils ont pas gagné un match à la dernière seconde. En série cette année. Puis l'année d'avant, un match. Un ou deux. Là, je sais pas. Pas je crois que c'était un. Contre les Leafs. Mais mon point est que, c'est ça. Moi, ce que j'allais dire, c'est que des fois, tu sais, là, un peu pris de court parce que Brady Tkachuk te poignarde dans le dos, puis là, tu veux pas reconstruire. T'as fait les séries depuis 2 ans, t'essayes un peu de bâtir là-dessus. Fait que tu te revires un peu tout rapidement, puis tu te dis, on va aller chercher quelque chose pour colmater un peu la perte de Tkachuk. Il leur reste encore assez de assets pour aller faire un gros move comme il regarde Jason Robertson, des affaires comme ça. Je trouve que, par contre, quand t'es sous pression, puis t'es pressé, puis t'as pas tu prends pas nécessairement le temps nécessaire pour aller évaluer toutes tes options. Ou en fait, c'est ça, quand t'as pas le choix de faire un move, là. Souvent, c'est là qu'arrivent les mauvaises décisions. Je sais pas. Moi, je trouve que Ottawa est dans une position un peu vilaine, là. Puis ça pourrait être... il pourrait faire un échange quelconque ou une acquisition
Puis on regarderait ça dans 10 ans ou 5 ans, on dirait ouais. Et là, ils ont essayé de faire vite. Ben, il y a une équipe qui a fait ça il y a 2 jours. C'est les Blackhawks de Chicago. Avec l'acquisition de Bowen Byram. Pour moi, c'est exactement comme tu dis, c'est une équipe qui se presse puis qui essaye de faire un coup de circuit. Ils sont pas rendus là. Ouais, ils sont pas rendus là. Bowen Byram. Ottawa est plus à l'étape de 100%. Il y aurait en tout cas. Mais c'est un exemple d'une équipe qui pense qu'ils sont plus loin puis qui pour moi potentiellement ruine leur avenir avec un échange comme ça parce que là ils vont chercher Bowen Byram. Ils vont chercher Bowen Byram qui reste 1 an à son contrat. Il donne le choix numéro 4 au repêchage, il donne le choix numéro 45 en plus, il donne Louis Crevier, puis il absorbe le contrat à Jordan Greenway. L'échange, mettons juste le choix numéro 4 contre Byram? En tant que directeur général des Blackhawks? Ouais. Non, j'aurais pas fait. Tu l'aurais pas fait? Je l'aurais pas fait. Pour moi, c'est un désastre catégorique pour les Blackhawks parce que il reste 1 an à Byram, puis après, c'est un agent libre sans restriction. Ouais. Ils vont le mettre dans son alignement comme leur premier défenseur, puis ils ont payé un choix numéro 4 pour lui. Ouais. Donc, ils commettent complètement à lui. Fait que c'est sûr. Puis Byram a déjà dit, il a refusé 10 millions par année à Buffalo. Il a dit qu'il cherchait un contrat entre 12 et 13 millions de dollars. Ouais. Fait que j'ai vu des reports de 4-5 ans à 12-13 millions pour Bowen Byram comme extension. C'est énorme. C'est énorme pour un gars qui s'est jamais prouvé. En même temps, il était bloqué derrière Makar à Colorado, il était bloqué derrière Dahlin, mais ça reste un désastre parce que le choix numéro 4, en tant que tel, ça va devenir un meilleur joueur que Bowen Byram. Ouais. Puis là, tu ajoutes Louis Crevier qui a joué 78 matchs. Ouais, mais c'est un bon 6-7e défenseur. C'est solide. Il va remplacer Shane Stanley à Buffalo. C'est Buffalo, il y a le choix numéro 4. Est-ce qu'ils vont repêcher avec ça? Mais pour moi, ça, c'est une erreur bien pire que Ottawa qui essaierait de faire l'acquisition d'un joueur. C'est un désastre complètement. 100%. 100%. Parce que tu dis, il y a une équipe qui a fait ça il y a 2 jours. Non, mais pas tu dis une équipe qui essaye de faire un échange dans le rush, puis qui évalue pas toutes leurs options, puis qui sacrifient leur futur à un choix numéro 4. De la part de Chicago, c'est un désastre parce que t'es pas rendu là. Pas du tout, puis t'auras pas d'autres choix top 5. Ottawa, là, ils ont déjà essayé de reconstruire, puis ils arrivent... En théorie, ils avaient terminé. Ils en avaient probablement pas assez pour gagner un championnat, mais ils avaient terminé. Tu peux pas repartir dans un autre cycle. Non. Fait que t'as comme pas le choix de t'engager dans cette direction-là, et je pense que c'est là que ça pourrait devenir un problème. Chicago, tu vas payer trop cher pour un gars ou tu vas aller signer un agent libre. Trop cher, trop longtemps. Là, c'est sûr que, tu sais, mettons, il aurait pu essayer de sauter sur Alex Stock, mettons, pour remplacer Brady Tkachuk. Puis donner, là, c'est sûr, Alex Stock est plus disponible, mais mettons qu'Alex Stock avait été un agent libre. Tu sais, Ottawa aurait pu dire, bon, ben, on va remplacer ça, on va lui donner 7 ans à 12 millions. Puis là, tu dis, oh boy. Ouais. C'est un mauvais. Puis il y a 30 ans, Alex Stock, là. C'est ça, exact. Fait que je trouve que pour Ottawa, en tout cas, de se faire un peu couper l'herbe sur le pied comme ça, puis là, vu que tu veux pas reconstruire, t'es obligé de faire un move rapidement, puis ça se pourrait que le move soit pas bon, puis en tout cas, William Eklund, c'est correct, ça change pas grand-chose. Ça changera pas. Ça changera pas. Fait que Ottawa pourrait moins bien faire l'année prochaine. Si ça reste comme ça, moins bien faire l'année prochaine. Ils vont manquer les séries. Buffalo, en tout cas, Buffalo, moi Buffalo, je serais vraiment surpris s'il était fini là. Moi, je pense qu'ils vont essayer. Buffalo sur papier sont bons. Je sais juste pas. Ils perdent Alex Stock et Bowen Byram. C'est un joueur top 6 puis un défenseur top 4. Oui. Puis j'ai encore des doutes sur l'organisation, là. Je veux dire, ils ont bien fait pendant une demi-saison. Ouais, ben l'échange de Bowen Byram, c'est un coup de circuit complet. Là. Mais moi je parle de la culture, là. OK. La culture de l'organisation. Veux pas, ça serait le genre d'équipe dont la chaîne pourrait débarquer parce que c'est Buffalo. Moi je vais pas douter Buffalo. Pour moi, l'équipe a l'air bien. Moi, je pense qu'ils vont essayer de frapper un coup de circuit. Moi, je regarde un gars comme Connor Hellebuck pour les Sabres de Buffalo. Okay. Je pense que avec j'ai pas entendu ça nulle part. Non, mais j'ai vu quelques personnes en parler, mais pour moi, ils ont le choix numéro 4. J'ai vu que les Jets de Winnipeg essayaient de convaincre Hellebuck qu'il était encore un contender pour la coupe, mais je pense que c'est juste complètement irréaliste. Ils ne le sont pas. C'est pas une équipe qui... C'est une équipe qui borderline va faire les séries l'année prochaine. Puis un gars comme Hellebuck peut aller chercher beaucoup. Un deal pour les Sabres. Les Jets ont gagné le trophée des présidents il y a 2 ans. Ouais, ils ont perdu Nicolas Ehlers, puis ça fait
tellement mal. Là. Il avait pas l'air de la même équipe cette saison-là. Oui, mais est-ce que ça pourrait juste être une mauvaise saison? Moi, je suis pas prête nécessairement à dire que les Jets seront pas bons l'année prochaine. Moi, je suis prêt à dire que les Jets seront pas du tout un contender dans la NHL. Ils seront pas au niveau des Golden Knights, ils vont pas être au niveau des Oilers, des Panthers, de la Caroline, ou maintenant Washington. Je vais nommer au moins 10 équipes qui vont être meilleures que les Jets de Winnipeg la saison prochaine, puis genre, avec confiance. Là. Fait que pour moi, un gars comme L.A. Buck, qui a encore énormément de valeur, qui vieillit assez rapidement, il est rendu mi-trentaine presque, là. Ouais. Je dirais 34 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Tu vas chercher un choix numéro 4 et un peu plus pour un gars comme ça, puis ça te passe un bon rebuild à Winnipeg. Il y a 33 ans. 33 ans. Mm-hmm. Il fait plus. Pour moi, Winnipeg, c'est le temps. C'est le temps d'entamer un rebuild. Puis pour Buffalo puis Winnipeg, pour moi, ça serait vraiment un trade intéressant parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres équipes qui sont prêtes à aller chercher un Connor Hellebuyck qui ont un choix comme un choix numéro 4. C'est vrai, là, je regarde l'alignement des. C'est pas fameux, là. Non, c'est faible un peu, là. Mais en fait, eux autres, ils avaient signé Jonathan Toews, puis je pensais que ça allait être leur deuxième centre, là. Ça a été un peu le début de la fin, je pense, là. Parce que là, Adam Lowry, c'est comme un troisième centre de luxe, mais c'est pas un deuxième centre. Non, mais il n'y a pas la touche offensive. C'est ça. Cole Perfetti, il tarde à... Ouais, mais il a beaucoup de difficultés. Il tarde à on va dire, faire ça. Ils ont un excellent premier trio, mais après ça, dégringolade complet, là. Non. Ils ont comme 2 quatrièmes trios puis un 3e trio. Là, mais c'est que j'essaie juste de penser à qui ont perdu, là. Qu'est-ce qui explique la grosse débarque entre, dans le fond, il y a 2 ans. Puis c'est Nicolas Ehlers, c'était le catalyste de leur deuxième trio. Je veux dire, c'est un joueur talentueux, mais c'est quand même pas un gars qui a des défauts. Là, ils perdent toute leur profondeur. Ils ont perdu de la profondeur aussi, mais tu sais, leur premier trio, il performe. Il a performé cette année. Mark Scheifele a fait 100 points. Mais après, il n'y avait aucun scoring dans le reste de leur alignement. Leur défense était shaky. Mm-hmm. Pour moi, il n'y a rien qui annonce un changement la saison prochaine. Pour moi, c'est dire qu'ils ont gagné un trophée du président, c'est vrai, mais je pense pas qu'ils vont revenir à ce niveau-là. Pour moi, il n'y a rien qui indique une possibilité qu'ils fassent ça. Mais en tout cas, vite comme ça, il faudrait que je regarde, mais je me souviens pas. Oui, il y a eu Nicolas Ehlers. Je me souviens pas vraiment de qui d'autre là, qui est parti, qui aurait pu complètement changer. C'est aussi, ces équipes-là dépendaient énormément sur Hellebuyck, puis Hellebuyck n'a pas eu une saison exceptionnelle. Là aussi, ça explique un peu qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'était pas. Mais sur papier, c'était une très bonne équipe avant, puis il y avait 2 bons trios. Puis là, ils ont comme perdu un trio, en fait. Mais c'est qui avait au centre? Ils n'ont jamais eu de deuxième centre de qualité. C'est vraiment été un problème depuis que Brian Little a pris sa retraite. Puis Brian Little, c'était pas le meilleur deuxième centre, tu sais. En tout cas, fait que... toi, tu échangerais Connor Hellebuyck. La seule chose à considérer... Pour moi, ça fait... mais les Jets de Winnipeg ont de la misère à remplir leur aréna. Je comprends. Non, c'est sûr qu'eux, ils ont d'autres enjeux. Ils ont peut-être quelques mauvaises années de devoir déménager. Oui, c'est vrai. Peut-être que ça pourrait influencer leur décision par rapport à Connor Hellebuyck. Madani, on prend-tu une petite pause, puis après, on repart sur les autres transactions? Parfait. All right. Bon, on est de retour à DG de salon. Puis là, Madani, on parlait des Jets de Winnipeg, mais je pense qu'on a fait un peu le tour. Je veux juste moi revenir avant qu'on se mette à reparler d'autres échanges. Juste faire un peu le portrait de la division Atlantique. Parce que, l'année passée, évidemment, les Panthers n'ont pas fait les séries, puis ça a profité aux Canadiens et aux Sénateurs d'Ottawa, plus aux Sénateurs d'Ottawa. Et aux Sabres aussi, ça? Oui, absolument. Moi, toi, tu dis que tu n'as pas de doute par rapport à Buffalo. Moi, je suis d'accord que sur papier, c'est une grande équipe. Ils ont fait, ils ont gagné une ronde de série. Ils ont l'air d'être ailleurs. Par contre, des fois, des mauvaises organisations, on dirait que des fois, ils s'en sortent pas. Buffalo, s'ils n'ont pas une bonne saison l'année prochaine, parce qu'ils ont des problèmes à l'interne, je veux pas dire que je serais pas surpris, mais ça demeure une possibilité dans ma tête parce que ça a toujours été un désastre. Fait que je leur souhaite pas, mais en même temps, ça serait bon pour le Canadien, là. Mais je leur souhaite pas, mais je reste un peu sur mes gardes.
Je pense que la Floride, on peut certainement pas anticiper que cette équipe-là sera pas dans le top là, de la division Atlantique. Tampa Bay. Ouais, qu'est-ce que tu penses de Tampa Bay? C'est une équipe que je pourrais voir prendre un step de recul. C'est ça. Mais je les vois quand même en série. Je les vois quand même en série. Puis comme le genre de club, mais tu sais, je pense que Tampa, la défaite contre le Canadien, pour moi, marque un peu la fin d'une ère. Même si tu fais les séries, je pense que c'est ils vont rester compétitifs. Là. Mais pas au point de. Je les verrais battre le Canadien dans une ronde la saison prochaine. Moi, je pense que là. Je favoriserais le Canadien, mais je serais pas. Ce serait pas comme, mettons. Là, ça fait 3 ans, je pense, 4 ans qu'ils passent pas en première ronde. 3 ans. Là, moi, je pense que ça commence à être un peu le début de la mais fin. tu regardes l'équipe qui est tellement talentueuse. Là. Deux excellents trios, la bonne profondeur. Cette année, c'est ça. Non, c'est ça. Mais je me suis dit à un moment donné, s'ils passent pas cette année, c'est peut-être un peu la fin du règne. Là. J'ai l'impression. Victor Hedman n'a pas joué en série. Peut-être que ça aurait été différent s'il aurait joué. On le sait pas, mais. Moi, je suis pas prêt à dire que c'est la fin de l'ère du Lightning de Tampa Bay. Tampa pourrait gagner une autre coupe? Je dirais pas. Je dirais pas qu'ils sont en finale. Est-ce qu'ils pourraient gagner Je pense pas qu'ils vont gagner l'Est. C'est ça. Mais je comprends ce que tu dis. Non, mais je pense qu'ils sont encore au niveau du Canadien. Ils pourraient gagner une ronde, tu penses? Ouais, exact. Ils sont pas au niveau des Panthers puis de la Caroline. Mais mettons Montréal, Tampa, l'année prochaine. Même niveau, là. Ben, ça dépend de ce que Montréal fait. Si le Canadien va chercher le deuxième trio. Nico Hischier, mettons. Montréal va être en avant. On embarque avec les Panthers. C'est ça. Tu vas fort probablement choisir Buffalo avant Tampa dans un affrontement. Mettons Buffalo-Tampa, tu vas aimer mieux Buffalo. Aujourd'hui, non, parce que Buffalo... moi, je pense pas que Buffalo ont fini avec leur move cet été. Ouais, je comprends. Mais à la fin de l'été, je pense... Il y a eu une bonne première ronde de série, mais contre le Canadien, il était mauvais. Il a été mauvais. Il a été comme moins 8 en 7 matchs. Bowen Byram, c'est ça. C'est un bon top 4, mais pour eux autres, c'était pas le top gun. Eux, ils ont énormément de défenseurs gauchers. Pour eux, il n'y avait pas de place pour lui. Il voulait être le premier défenseur. C'est pour ça qu'il n'a pas accepté. Moi, je m'attends à ce que les Panthers remontent. Tampa pourrait baisser. Buffalo pourrait baisser. Mais on n'a même pas parlé de ça encore. Ça va être très compétitif. Les Leafs de Toronto? On en a parlé un peu parce que tantôt, j'ai dit on va espérer qu'eux autres vont pas remonter. Mais ils n'auront pas de place pour monter. Je sais, ils n'ont pas de place, mais ils ont fait l'acquisition à Darren Radish. Ils l'ont payé là, 8 ans, 8,5 millions de dollars. Mais moi, j'aime pas. Ils commettent à l'année prochaine. Moi, ils veulent garder. Ça, non, mais Matthews, il a dit, un autre capitaine dans une équipe canadienne, il a dit que si ça allait pas bien au début de saison, qu'il se préparait à partir. Eux autres, de toute façon, ils devraient déjà anticiper ou se préparer à tout reconstruire. Ouais, parce que même on en a parlé dans le podcast il y a quelques épisodes. Même s'ils rebondissaient cette année, ils n'ont pas ce qu'il faut. Il y a un blocage complet dans l'Est. C'est pas le moment avec une équipe spéculative. Ils n'ont pas ce qu'il faut pour gagner l'Est. Moi, j'ai trouvé, je l'ai écrit dans notre groupe chat, là, pour moi, c'était un peu comme une équipe qui s'accrochait à une bouée de sauvetage à la dernière seconde pour pas couler. Rendu là, arrache le plaster. Non, mais je suis d'accord, mais je les verrais faire les séries. Ils peuvent. 8.5, je trouve pas que c'est vilain. Non, mais c'est le 8 ans. Mais c'est le 8 ans. Le 8 ans. C'est ça. Puis c'est. Il est dans la trentaine. En fait, pour moi, tu creuses ta tombe juste pour plus tard. Ils ont fait ça pour baisser. Parce que il a fait 70 points l'année passée, Darren Radish. Il aurait pu aller chercher un contrat de 12 millions pour 3 ans. Ils vont se retrouver dans 3-4 ans. Pas Marner, mais Matthews va vouloir quitter. Moi, je pense que il va vouloir quitter parce que ils n'auront pas des bonnes saisons, moi, je pense, dans les prochaines années. Même avec Darren Radish, je pense pas qu'ils vont. Mais si Darren Radish, pour la saison prochaine, c'est exactement ce qu'ils ont besoin en défense. Je comprends, mais je me fierais pas. Mais tu sais, le reste de la défense, c'est vieux et lent. Ben va voir leur défense. Pour moi, ça ressemble aux Panthers dans la manière que c'est construite. Pour moi, c'est quand même solide. Non, c'est la même défense que l'année passée, à part Radish. Oui, mais Radish, c'est exactement. Il y avait Morgan Radish au powerplay, où il y avait 5 attaquants. Tu sais, Brandon Carlo n'a pas une bonne saison. Jake McCabe, c'est tout le même genre de. Non, mais c'est des défenseurs solides, défensifs, gros. Ouais, c'est ça. Puis là, ils vont pouvoir jouer. Ils étaient pas dans la bonne chaise l'année passée. Ils étaient demandés de faire des affaires qui sont
sont pas capables de faire. Larson, là, tu sais. Ekman Larson, ça a été le meilleur défenseur des Leafs la saison dernière, là. Il vieillit, mais il est solide. À quel âge, là? 35, je pense, mais il vieillit. Il est solide. C'est une vieille défensive. Ah, je comprends. Je pense pas que les Leafs sont des contenders, mais ils ont des. Puis après, eux autres aussi, ils ont des problèmes de culture. Oui, ça, c'est sûr. Tu ajoutes Gavin McKenna, mais faut pas garder. Tu sais, faut. Ouais, mais McKenna, c'est le joueur parfait pour Austin Matthews. Il n'y a pas une meilleure situation pour Gavin McKenna. Tant mieux, là, mais tu t'attends pas. Moi, je m'attends pas à ce qu'il fasse 80 points la saison prochaine. Là. Non, moi non plus. Pas mais lui qui va sauver le club. Je serais pas surpris s'il fait. Mathias Maccelli, c'est ton deuxième trio. Mais lui, je pense qu'il va se faire échanger. Là. Il fait pas ce qui se passe. Il y a bien des trous, là. Moi, je pense que. Je pense pas. Ils sont pas du tout dans les. Ils sont pas au niveau du Canadien et tout, mais c'est une équipe que tu peux pas dire qu'ils feront pas les séries. Il y a la possibilité là. Non seulement il y a les Leafs, mais il y a les Bruins de Boston qui sont éternellement compétitifs. Ouais. Pour moi, la seule équipe que je peux dire avec confiance qu'ils ne feront pas les séries la saison prochaine, c'est les Red Wings de Détroit. Même là, c'est sûr que ça dépend. Ils vont échanger Larkin. Mais ça dépend ce qu'ils obtiennent là, pour Larkin. Il n'y a absolument pas des joueurs des bons joueurs de la Ligue nationale qui leur permettront de faire les séries. À la fin de la saison, quand Dylan Larkin s'est blessé, là, c'est des bandades complètes. Complète. Mais en tout cas, moi j'ai des doutes vraiment par rapport à Toronto. Là. Moi, je trouve que tu as comparé ça aux Panthers de la Floride. Moi, je trouve qu'il y a quand même une bonne différence là, en termes de qualité. Oui, mais la manière que c'est construit, c'est que tu as dit que tu aimais comment il était gros. Oui, mais les gars ont 36 ans. Là, c'est pas la même chose. Ils sont pas jeunes, là, les Panthers. Là. Gustave Forsling, là, je sais pas, il y a quel âge. 29-30. Seth Jones, il a 31, c'est pas 36, là. Ouais, mais tu sais, c'est Carlo, 30, c'est Morgan Riley, 32, genre, c'est des affaires comme ça. Morgan Riley, il ralentit il y a pas mal. Il y a des reports qui vont peut-être se faire échanger. Ouais, c'est ça. Mais moi, je me dis, si j'avais été Toronto, je me serais préparé à couler. Là. J'aurais commencé. Je suis d'accord, on en a parlé. On a dit t'échanges Matthews, t'échanges Nylander, tu repars là-dessus. En plus, ils ont le premier choix de repêchage. Tu t'accroches à quelque chose. T'sais, Darren Radish, c'est un bon défenseur, mais la réalité, c'est qu'il a connu une bonne saison dans la Ligue nationale. Ouais, mais il a été extraordinaire, on va être d'accord. Mais, non, moi, j'irais pas donner 8 ans. Est-ce qu'il est capable de reproduire ça année après année année? On va voir. Tu sais, c'est pas Rasmus Dahlin. J'essaie pas de te dire que les Leafs vont être des contenders pour la Coupe Stanley la saison prochaine. Je te dirais pas qu'ils vont gagner une ronde en série, mais je veux dire qu'il faut les regarder pour faire les séries potentiellement dans une division atlantique. La réalité, c'est que même s'ils faisaient les séries, ils gagneront pas une ronde, je pense. C'est pas ça que je dis, là. C'est pas ça que je dis. Au niveau de la direction, non, mais si on analyse le travail de la direction... On l'a dit tous les deux, on est en accord. C'est pas une bonne acquisition. Non. C'est pas une bonne acquisition. Puis en plus, c'est clause de non-mouvement complète. Encore une fois, on en a parlé. Le problème là, avec eux autres, par contre, c'est qu'ils ont plus leur choix. Fait que même s'ils coulaient, dans le fond, leur choix appartiendrait à d'autres équipes. Là, il y a le choix de Boston. Je pense que c'est Flyers en 2027 puis Boston en 2028. Mais ça dépend. Peut-être l'inverse. Non, mais c'est Boston. En théorie, c'est comme Boston avant. Puis, je pense que c'est l'inverse. Mais la Ligue, je pense que non. Mais il me semble que la Ligue nationale a tranché là, par rapport à ça. Là, parce que là, les deux ont le droit d'avoir le choix. Parce qu'ils ont la même. Fait que là, il pourrait y avoir genre une petite surenchère pour obtenir le choix. Moi, je pense que leur choix 2028, il vaut plus. Là, mais ça, c'est mon opinion. Là. Ouais. Ça va dépendre de l'année qu'ils ont cette année. Mais je pense pas qu'ils vont avoir une année horrible. Moi, je pense qu'il pourrait être poche. Là. Je pense qu'il pourrait être poche. J'ai la difficulté à dire ça. Mais anyway, on va pas passer trop de temps sur les Leafs de Toronto. Il reste une coupe d'échanges intéressante dans laquelle j'aimerais parler. Ok, vas-y. C'est une que je vais parler plus brièvement, c'est l'échange de Simon Nemec à Calgary. Deuxième choix au total après Juraj Slafkovský. Ouais, mais ça, c'est un deuxième choix qui était surpris. C'est pas un gars qui était, un gars qui était projeté vers le rang numéro 6 de ce repêchage-là. Il est allé chercher deuxième. Les Devils font l'acquisition du premier choix de Las Vegas en 2027, qui est top 10 protected. Le choix de l'Avalanche Colorado en 2028, qui est également top 10 protected. Et le choix numéro 35 de ce repêchage. Qu'est-ce que tu penses de ça? Pour moi, c'est pas un gros retour. C'est pas un retour qui est particulièrement gros parce que tu vas chercher deux choix dans le 25 à 30 range, puis un choix 25 à 32 range. Oui, 25 à 32, puis un choix numéro 35 pour un défenseur qui, non seulement, il a montré des beaux flashs cette saison, mais qui ne fit pas nécessairement leur futur parce que il n'y a pas vraiment de. Ils ont donné 9 millions de dollars par année à Luke Hughes. Fait
c'est leur défenseur d'avenir. Puis Nemec, il demande, il cherche le 9 millions lui aussi. Fait que tu peux pas commettre 18 millions à 2 défenseurs auxquels t'as pas pleinement confiance. Mais on s'entend que pour les Devils, essentiellement, t'as transformé un deuxième choix au total pour 3 choix numéro 30 là. Essentiellement. C'est pas du tout l'idéal, mais c'est un désastre. Mais c'est un désastre si tu regardes ça au moment où ils l'ont repêché, mais aujourd'hui, avec la valeur de Simon Nemec, c'est sûr que c'est moins bas. Pour moi, je suis super à l'aise pour avoir ça. Pour les Devils, moi j'ai donné un grade de B. Aux Devils, pour moi, j'ai donné un petit grade de B aux Devils, j'ai donné un C+ à Calgary. Moi je trouve que c'est cher à payer. Pour un joueur, tu n'as pas nécessairement besoin. Tu es un défenseur droitier, mais ils ont Zane Perek, ils ont Zach Whitecloud. Calgary, pourquoi tu vas faire cette acquisition-là, considérant le fait que Puis en plus, il est dû à être payé. Ouais, mais il voit comme un défenseur top 4 d'avenir. Je comprends, c'est leur vision. Moi, je vois pas nécessairement comme un fit parfait pour eux. Il a 22 ans. Il a fait 26 points l'année passée, mais il y a eu un moment où au début, il y a eu un bon début. Il y a un gros début de saison, mais en tout cas, c'est sûr, pour Calgary, je vois pas nécessairement c'est quoi l'avantage d'avoir. Non, ils ont Zane Perek à droite, qui devrait être leur premier défenseur d'avenir ou leur défenseur de top pair. Puis Zach Whitecloud à droite aussi. Tu sais, les choix, le 30e choix au total, tant qu'à garder 2 choix de fin de première, tu t'es aussi bien aller chercher un gars. Ouais, mais avec ces choix-là, tu peux aller chercher un choix top 10. Fait que pour moi, c'est pas la fin du monde. Moi, je trouve que pour Calgary, à part le fait que, tu sais, on dirait que moi je trouve que d'aller chercher Simon Nemec, ça leur apporte pas tant sur le court terme, tu sais. Mais si c'est un gars en qui ils ont confiance pour jouer sur un top 4 pendant longtemps, à 22 ans, je trouve que c'est correct. Moi, c'est plus pour les Devils, je trouve que c'est quand même un retour faible pour un moi, je trouve que le retour est adéquat. Je trouve que c'est adéquat. Je pense pas qu'il aurait pu aller chercher vraiment de quoi de plus. Je comprends. Je comprends ton point. Moi, je regarde plus ça d'un angle... ton deuxième choix au total, ça a finalement été une erreur. Tu aurais pu avoir des Cutter Gauthier ou... Logan Cooley. Cutter Gauthier. Non, je suis sûr, mais le deuxième choix, on s'attendait à avoir Logan Cooley ou Shane Wright. Shane Wright, ça aurait été une erreur également. C'est un désastre aussi. Mais bon, tu transformes ça en... pour moi, c'est adéquat. C'est correct. C'est juste correct. C'est ça. Mais pour moi c'est positif pour les équipes qui achètent dans la Ligue nationale. Je vais en reparler dans pas long pour la disponibilité de Zach Whitecloud. Ouais, j'entends parler de ça aussi. Je vais en reparler. Là, dernière équipe pour laquelle il faut parler, c'est les Capitals de Washington qui ont fait 2 gros moves dans les derniers jours. Ils ont commencé ça en faisant l'acquisition de Jordan Kyrou des Blues de Saint-Louis en retour de Connor McMichael, de Milton Gashwin qui était le choix numéro 37 la saison dans le dernier repêchage et le choix numéro 16 cette saison. C'est quand même un bon prix, là. Pour moi, là, je regarde ça. C'est un très bon prix. Jordan Kyrou, c'est un excellent joueur top 6, c'est un joueur de 70 points, mais ils vont chercher Connor McMichael, qui est un joueur de 25 ans, qui a une saison plus difficile, mais c'est un gars de 50-55 points, il peut en faire 60. Pour moi, c'est un upgrade léger. Kyrou, c'était un désastre. Là. Fait il y a une mauvaise saison, mais moi, je regarderais pas trop cette saison-là. C'est plus autour de 70, comme tu as dit. C'est un gars de 70 points. Mais McMichael a pas eu une saison de 30 buts là, il y a 2 ans, je pense. Ça se peut. McMichael, c'est un joueur de top 6, c'est un joueur de deuxième trio. Ils vont chercher Milton Gashwin, que pour moi, je pense qu'il va être un joueur de la Ligue nationale. 26 buts. 26 buts il y a 2 ans. Ouais, il était bon. Cette année, il a fait 46 points, 14 buts. Énormément de vitesse. C'est un bon joueur. Il fit bien avec ce qu'ils font à Saint-Louis. Il a 25 ans, McMichael. C'est pas un vieux joueur. Milton Gashwin, que moi, je vois qu'il pourrait être un bon troisième centre de la Ligue nationale. C'est un centre polyvalent. Rien de flashy. C'est un joueur solide. Puis ils vont chercher le choix numéro 16. Choix numéro 16, il y a des joueurs intéressants dans ce range-là. Un gars comme Tynan Lawrence, qu'on a parlé dans le podcast, le repêchage, qui pourrait glisser jusqu'à là. Ça pourrait être intéressant. Mais en gros, pour moi, là, je veux vraiment parler de les Blues de Saint-Louis. Depuis la date limite des transactions, ils font bon move après bon move après bon move. Pour moi, toutes leurs transactions ont été
très positif. Ils ont un choix de première ronde pour Justin Falk. Colton Parayko avait accepté l'échange. Un choix de première ronde pour Justin Falk, un choix de première ronde pour Brayden Schenn, un choix de première ronde et un joueur top 6 pour Jordan Kyrou avec un prospect de plan B. Ouais. Puis ils ont quasiment cherché un prospect de plan A et un choix de première ronde pour Colton Parayko. Pour moi, ce que les Blues font en ce moment, c'est extrêmement positif. Ils ont rendu 4 choix de première ronde dans le repêchage. Les Blues, pour moi, c'est une équipe qui t'aime ce qu'ils font. Ils sont même pas commit un rebuild. Là, il reste Robert Thomas, mais le retool qu'ils font, puis leur asset management, pour moi, est exceptionnel. Ouais. C'est vrai que c'est un bon point. Je pense qu'on en avait parlé dans notre podcast. On avait trouvé que les Blues de Saint-Louis vraiment. Pour moi, c'était les gagnants de la date limite des transactions, malgré l'échange de Parayko qui n'a pas fonctionné. Puis là, pour moi, c'est eux qui font un excellent move. Jordan Bennington, c'est un gars qui pourrait s'en aller, mettons, en Floride là, pour les Panthers. Ça serait une possibilité. Ça serait une possibilité. Mais j'ai pas vraiment entendu moi non plus parler de Jordan Bennington depuis le début de la saison morte, mais c'est certainement une possibilité. C'est un gars qui ne fit pas du tout le window on en des parlait Blues. beaucoup à la date limite des transactions. Les Panthers qui se cherchent évidemment ça peut être qui est prouvé dans les grands moments. Fait que ça serait possible pour les Oilers ou les Oilers. On a entendu parler de Sam Montembeault qui pourrait être un fit potentiel. On verra ce qui va se passer. Beaucoup de mouvements dans les bonnes équipes et les gardiens de but. On va voir, ça va être intéressant. Donc, pour du côté de Washington, pour moi, c'est cher payé. Comme on a dit, c'est un bon retour pour les Blues, mais j'aime ce qu'ils font. J'aime leur équipe. Ils vont chercher Jordan Kyrou. Ils ont fait un sign and trade. Ils ont donné un choix de 3e ronde puis les droits UEFA à David Kampf à Buffalo pour Alex Tuch. Ils ont signé 8 ans, 10,5 millions. Un peu cher. Je suis pas nécessairement un gros fan du contrat, mais 8 ans aussi, c'est ça. Il y a 30 ans. Fait que, mais l'équipe qu'ils vont mettre sur la glace l'année prochaine est vraiment solide. C'est une équipe. Ovechkin, on sait pas s'il va revenir, mais s'il revient, là, c'est un gars, leur avantage numérique va être solide. Mais il va avoir une shot, là, mais c'est tout. Là. Ovechkin n'est plus capable de. Non, mais il a commencé tous ses chiffres dans la zone offensive. Carberry sert bien d'Ovechkin dans ce qu'il est capable de faire. Mais c'est ça. Ils sont allés chercher 2 joueurs top 6. Regarde les lignes. Protas, Strome, Kyrou, Tuch, Dubois, Wilson. C'est bien, là. Oh, mais tu sais, le 3e trio, là. Ouais, Beauvillier. L'autre Protas. Là, il est bon, là. Puis Ryan Leonard, qui potentiellement est un joueur de top 6, il est jeune, puis il est bon. En tout cas, pas l'année prochaine. Non, mais il est peut-être le cadet de joueur. Puis le 4e trio, là, on n'en parle pas, mais Justin Sourdif, il a une saison recrue exceptionnelle. Ethan Frank, vraiment un bon joueur. Mirosh Nichenko a un peu plus de difficultés, mais c'est un bon joueur de la Ligue nationale. Moi, je suis moi, j'aime la défense. Ben oui. Vas-y. Chikrin, Sandin, Cole Hudson, Matt Roy. Fairvary, là, de la misère à prononcer son nom, puis Liljegren. Liljegren. Timothy Liljegren, tu l'as bien dit. Ok, c'est bon. Puis Thompson dans les buts, qui a fini 4e en Vizina pour 2 années de suite. Pour moi, c'est une équipe qui est pour moi, c'est la 3e équipe métropolitaine qui est faible. À ce jour, c'est la 3e équipe la plus dangereuse dans l'Est, après les Panthers puis la Caroline. Pour moi, Washington, ce qu'ils font là, c'est. Attends de voir ce que Montréal va faire. Attends de voir ce que Buffalo va faire. Ouais, mais moi, je pense que même si Montréal ajoute un bon 2e centre, je favoriserais quand même Washington en ce moment. Pour moi, 2 solides joueurs top 6. C'est une équipe peut-être mieux construite pour les séries. Leur poids moyen à l'attaque, ça va être 220 livres. Là. C'est gros, là. Mais Montréal sous-estime pas l'importance de l'expérience. Oui, ils ont acquis de l'expérience, c'est sûr, mais moi franchement, je ne veux pas être pessimiste, mais je ne m'attends pas du tout à voir le Canadien en finale de la conférence la saison prochaine. Non, pas du tout. Je suis 100% d'accord avec toi. Moi, je pense que je te l'ai dit peut-être à personne à un moment donné, mais il y a quand même. J'ai trouvé que le parcours du Canadien, même si. On a eu des bases de notre côté. Même si c'est ça, c'était super le fun à suivre. Mais on s'est rendu là grâce à la performance ou à des performances très solides de joueurs sur lesquels je parierais pas pour reproduire une performance comme ça. J'espère que tu parles pas d'Alex Nowak, là, de Mr. Game 7, Alex Nowak. Entre autres, là, mais je sais que tu l'aimes bien. Mais Alex Nowak, en 2e ronde, mais Bolduc et Dak en 1re ronde avec Texier qui avait été très bon.
tu sais, c'est pas comme si finalement c'était Suzuki et Caulfield qui t'avait amené là. Ça c'est inquiétant. Je veux pas en reparler parce qu'on peut en parler pendant des heures et des heures, mais Cole Caulfield en série, c'était un désastre. Ouais, c'était un désastre. Suzuki, c'était moins pire, là. Il amène d'autres choses aussi. Suzuki, il y a une solide deuxième et troisième ronde. En première ronde, c'était difficile. Il faut donner ses fleurs à Cirelli. Il y a un bon match 5-6, c'était mieux. Ouais, mais pour moi, je donne beaucoup de crédit à Cirelli pour ce qu'il a fait contre Suzuki durant la première ronde, mais en tout cas, ça pour dire, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est évident qu'il y a énormément de trous là, dans l'équipe du Canadien. Je pense que on est en droit de s'attendre à ce qu'il fasse des séries l'année prochaine. J'ose le croire. De s'attendre à ce que on se retrouve encore dans un carré d'as. Je dirais qu'en ce moment, le Canadien ne fait pas partie de l'élite. Fait pas partie des 4 meilleurs, des 3-4 meilleurs. C'est ça. Ouais, assurément pas des 3. Des 4, on va voir. Pourrait peut-être être 4e. Ça serait qui? Ça serait qui à 4e que tu mettrais? T'as-tu une idée? Ou juste en général, c'est... moi, je pense que les 3, je suis d'accord avec toi. Évidemment, les Panthers et la Caroline forment le top 2. La troisième, on aime bien Washington. Ça peut être Washington, dépendamment de ce que va faire Buffalo ou de ce que va faire... je sais pas si peut-être que le Lightning va aller chercher un peu de profondeur. Ça se pourrait se retrouver là. quatrième... Dépendamment de ce que le Canadien va faire cet été, le Canadien pourrait se retrouver au 4e rang. Ouais. Mais en tout cas, ils sont pas dans le top 2. Il y a énormément de trous dans l'alignement. Puis c'est ça. Ça a été bien le fun cette année. Pour moi, il y a 4 gros trous. Pour moi, il faut un ailier dans le top 6. 100%. Il faut un centre dans le top 6. 100%. Ensuite, pour moi, il faut un autre genre de Josh Anderson dans ton bottom 6. C'est un joueur d'expérience solide, capable d'élever son jeu d'un cran en série. Ça prend un gars de même. Un centre de 3e trio à la genre Nicolas Roy ou Yannick Gourde des bonnes années. Ouais. Un gars qui est capable de produire offensivement. Moi, pour la saison prochaine, je suis à l'aise avec Evans Dano. Si tu rajoutes un autre gars d'énergie, c'est un autre Josh Anderson. Moi, je suis pas full à l'aise avec Dano et Evans. Moi, je trouve pour moi, Dano, c'est un de nos meilleurs attaquants contre la Caroline. Pas en saison régulière. C'est ça, mais tu sais, ok. Mais moi, je regarde l'aspect séries éliminatoires plus qu'autre chose, dans nos besoins. Moi, je pense que si on retourne en série avec l'alignement actuel, on peut pas s'attendre aux mêmes résultats parce qu'il y a énormément comment dire, on a fini avec Jake Evans comme deuxième centre. Il y a des performances sur lesquelles on peut pas compter pour l'année prochaine. On peut pas s'attendre à ce qu'Alex Newhook marque genre 14 buts là. En série, on peut pas s'attendre à ça. En saison, c'est pas la même chose, mais en série, on peut pas s'attendre à ça. À l'attaque, il y a des trous. On peut pas s'attendre à ce que... je sais même pas si Kirby Dach va revenir. Je pense pas. On peut pas s'attendre à ce que, Texier puis Bolduc performent autant qu'ils l'ont fait on va dire dans la première ronde après les 2 premiers matchs. Là, le match... 3, 4, 5, 6, c'était du stock, là, ce trio-là. C'était Texier, Dach et Bolduc. Oui. Fait que, tout ça pour dire que on va dire des phénomènes sur lesquels on peut pas compter. Non, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'il faut renforcer le top 6 parce que notre deuxième trio Dano, produisait pas. Qui a été quand même bon, même offensivement. Il a produit comme la série Buffalo. J'inclus ça dans les phénomènes sur lesquels je peux pas compter. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, Dano, Evans, 3-4. Moi, je trouve que c'est un peu le même style de joueur que j'aime mieux Evans. Non, mais écoute. Donne-moi Evans à 4, puis ça à 3. Ça nous prend quelqu'un qui est capable de produire un peu plus offensivement que Dano. Pour moi, on peut survivre avec un troisième trio de Newhook, Anderson, Evans, par exemple, puis Dano sur le quatrième trio, si t'as un vrai deuxième trio. Parce que l'affaire qui manquait de production offensive du deuxième trio, on n'en avait pas. C'est le deuxième trio, oui, on en avait parce que Alex Newhook était sur le deuxième trio, mais c'est pas un joueur. a été bon là en fin de. Mais ça a pris du temps là. Ouais. Mais tu sais, il manquait, on avait Jake Evans comme deuxième centre, on avait pas. Tu sais, ça c'est comme un troisième trio. Si t'as ça comme dans un troisième trio avec Newhook puis Evans puis un autre, je suis bien à l'aise avec ça. Mais tu sais, mettons si t'as Demidov avec 2 joueurs de top 6, puis ton bottom 6 c'est Evans puis Dano les centres, moi j'ai aucun problème avec ça.
Moi, je trouve que t'as quand même un peu une faiblesse avec Jake Evans sur ton troisième trio. Ou Dano, là, peu importe. Là, pour moi, les deux sont quand même interchangeables. Mais Dano, il reste une année à son contrat. Je sais pas s'il va revenir après, s'il vieillit. Fait que sais pas non plus. Moi, je parle pour la saison prochaine. On a d'autres problèmes à adresser pour moi qu'un centre de troisième trio. Mais moi, je parle de... Tu parles de down the line. Pour gagner une Coupe Stanley, là. Il va falloir que tu aies un centre de troisième trio qui peut contribuer offensivement, comme l'a fait Yanni Gourde avec le Lightning de Tampa Bay. Et pour ça, Nicolas Roy, ça a coûté un choix de fin de première ronde pour l'Avalanche du Colorado. C'est le genre de joueur qui m'intéresserait. Si tu as des blessés ou quoi que ce soit, tu peux le monter dans l'alignement. Il fait plein de bonnes choses. Puis offensivement... c'est pas un gars qui produit offensivement. Là. Mais il y a eu des bonnes séries, là, je pense, par le passé. Faudrait que je regarde les statistiques. C'est un gars qui peut jouer sur un top 6. C'est pas un gars qui produit plus que Jake Evans. Là. C'est le même calibre de joueur. Moi, je vais regarder vite. Là. Okay. Mais, tu me sortiras Jake Evans, puis tu me sortiras Nicolas Roy. Puis on va voir. Nicolas Roy, c'est comme un couteau suisse, là. Il peut faire plein de choses. C'est un gros bonhomme en plus. Ouais, c'est un gros bonhomme. C'est un bon joueur de hockey que tu veux dans ton club, surtout en série, mais c'est pas un gars qui produit offensivement tant que ça. Il a fait 11 points en 22 matchs en série en 2022-2023. Mais cette saison, Evans a fait 10 points en 19 matchs. Oui, mais il a été incroyable. Mais aussi, mais donne-moi les autres séries de Nicolas Roy. Il y a 4 points en 11 matchs, 6 points en 13 matchs cette année, 9 points en 19 matchs. C'est solide, c'est solide, mais c'est pas un gars que tu peux dire que c'est une saison de 15 buts avec les Golden Knights il y a 3 ans. Cette année... Evans 24 en 68 cette année, 36 en 82 la saison dernière. Ça, tu parles de points, là? Tu parles pas de buts, là? Moi, j'aime mieux Nicolas Roy. Là. Il y a quand même... moi, je serais pas prêt à échanger un Jake Evans pour aller chercher un Nicolas Roy. 15 buts. Moi non plus. Moi, j'aime Jake Evans, mais pour un 4, mais je voudrais aller chercher un Nicolas Roy pour un choix de première. Pour moi, avoir Nicolas Roy et Evans comme ton centre de 3 et 4, c'est redondant. Pour moi, c'est le même style de joueur. Moi, non, pas du tout. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Là. Moi, je trouve que Dano et Evans, c'est le même style. Si tu veux aller chercher un centre de 3 Nicolas Roy, 15 buts, 14 buts, 13 buts, 15 buts. Puis cette année, ça a été un peu moins bon. Il en a eu 8. Mais il a fait 13 buts l'année passée, Evans 12 cette année. C'est le même. 15 buts, 15 puis 12. 15 puis 12, c'est une coupe de bounce. Jake Evans a fait 12 buts cette saison. Puis 13 la saison dernière. Il avait 12 buts en 68 matchs cette saison. Ouais. Mais Jake Evans, il est en filet, il n'est pas capable de mettre la rondelle dans le net. Je la donne. En tout cas. C'est pas un dynamo offensif, mais je vais dire que Nicolas Roy ne l'est pas non plus. Ouais, moi je crois plus au potentiel offensif de Nicolas Roy. Là, je pense qu'on prend une petite pause. Puis après, on vient avec mes cibles du Canadien de Montréal. Ah ouais, donc. Alors, on est de retour à des jeux de salon après que moi et Madani, on se soit astinés sur Nicolas Roy et Jake Evans. Tu vas nous parler des cibles du Canadien. Mais t'es-tu d'accord? Moi, je pense, défensivement, si tu veux gagner une coupe, il va falloir que tu bouges ton mix. Il faut un gros défenseur droitier solide. 100%. Solide. Puis, peut-être plus qu'un. Si Goulet est pas capable de jouer ce rôle-là. Parce que moi, je parle... Matheson, Dobson, ce sont deux gars qui sont capables de bouger la rondelle. Hudson aussi, Hudson n'est pas gros. Ouais. C'est 3 gars qui te font pas mal. Ouais. Carrier, il est petit. Il a été très bon en série, même s'il y a une saison un peu ordinaire. Il était bon en série. Non, il était très bon en série. Moi, je l'ai bien. Je pense que c'est contre Buffalo ou Caroline, mais il y avait comme... les pires statistiques avancées, genre des séries au complet, moi, affaire comme ça. Sur le high test, il a passé mon high test. Moi, je l'ai bien aimé. Je pense que la série contre Buffalo, il avait été horrible statistiquement. Ouais, ok. Ça, c'est pas ça. Écoute, je me souviens plus, mais moi, je trouvais que. Moi, j'aime bien Carrier, puis pour moi, comme 6e défenseur, je suis correct avec ça. C'est ça. Moi, je voudrais aller chercher un autre. J'ai donné 2 cibles de défenseurs droitiers. On en a parlé un peu. Il y en a un, c'est Zach Whitecloud. Des Flames de Calgary. Ouais. On entend beaucoup parler. On entend beaucoup parler parce qu'ils sont allés chercher Simon Nemec, ils ont Zane Paris, c'est 2 défenseurs droitiers qui devraient prendre le 1-2 des 2 premières paires pour les années à venir. Puis tu sais, ça laisse Zach Whitecloud, il n'y a pas de rôle. C'est un défenseur droitier. C'est quoi son gabarit? Très convoité. Je pense que c'est 6 pieds 3, 200 quelques livres, puis bon patin. C'est un joueur qui est extrêmement convoité. Il reste 2 ans à 2,75 millions de dollars. Un très bon contrat.
ça va pas être cheap, mais moi je pense que c'est un joueur qui vaut la peine pour le Canadien de Montréal. Ben, on en entend beaucoup parler de Zach Whitecloud. Le Canadien, c'est pas la seule équipe dans le mix pour Zach Whitecloud. Il était question peut-être, mais c'était une cible pour le Canadien à la date limite des transactions. Il a 29 ans. Tu sais, je suis d'accord avec toi qu'il cocherait bien des cases. 6 pieds 2, 210 livres. Ouais. Tu sais, je trouve que c'est intéressant. Puis ça te permet d'avoir. Par contre, c'est sûr que c'est un gars qui va être à la demande. Là. Ouais, mais moi je pense que c'est un deal autour du choix numéro 28. Un prospect comme Bryce Pickford, puis peut-être un Oliver Kapanen, une affaire comme ça. Je pense c'est cher là, quand même. Là. Moi je suis complètement à l'aise de donner ça pour un gars comme Zach Whitecloud. Pour moi, puis moi je pense que c'est ça que ça va prendre. C'est un joueur convoité que toutes les équipes ont besoin d'un joueur. Oui, je comprends, mais n'empêche que c'est quand même, c'est un défenseur numéro 5 là. Ouais, puis un bon défenseur numéro 5 d'un gagnant de la Coupe Stanley. Ouais. Puis on va au deadline. Le choix 28. On va au deadline. Bryce Pickford et le choix 28. Je commence à trouver que c'est un popé package. Je rajoute Kapanen là-dedans. Ça commence à être moi, pas mal. Je fais ça puis je suis pas inquiet. T'es pas inquiet? Pour moi, Kapanen, je le tiens pas à très haute valeur. Avec ce qu'il a fait en série, pour moi, ça avait l'air d'un joueur puis surtout contre une recrue. Dans le match 5 contre la Caroline. C'est une recrue. Moi, Kapanen, j'ai quand même trouvé que. Il a démontré des belles choses pour un gars à sa première saison dans la Ligue nationale. Mais moi, moi, je vois ça comme un produit d'Ivan Demidov. Là, moi, je comprends. Ouais, mais moi, je pense que. C'est certainement pas un centre top 6, là, mais. Si le Canadien bouge, je pense que Kapanen va être copé. Je pense qu'il. Je pense pas qu'il va être de la scène. Il y a quand même une bonne shot. En tout cas, moi je l'aille pas Kapanen. Ouais, mais moi je le vois comme un joueur qui fit pas. Il va pas notre avenir. Moi, c'est peut-être le gars qui... En tout cas, faudrait qu'il soit capable de créer un peu plus par lui-même. Il n'y a pas de main. Ben là, oui, mais il a joué 1 an. Là. Je comprends. Mais s'il était capable de créer un peu plus par lui-même, il pourrait justement être le centre de 3e trio dont je parlais. Moi, je pense qu'on s'emballe sur Kapanen à cause qu'il a joué avec Ivan Demidov. Il a fait 22 buts cette saison, mais tu sais, c'est tous des jeux d'Ivan Demidov qui le met dans des positions opportunistes. Il est opportuniste. Je lui donne, mais mettons, s'il aurait juste sur le 4e trio, là... T'sais, avec Joe Veleno puis il est pas capable de créer les jeux par lui-même. Il aurait fini avec 15 points puis personne ne parlerait d'Oliver Kapanen. Il a joué une saison dans la Ligue nationale. Moi, je suis pas pressé de me débarrasser de Kapanen. Moi, je vois pas le fit. Je vois pas le fit. S'il s'en va, il s'en va. Là, mais peut-être pas un Kapanen dans cet échange-là. Peut-être tu rajoutes un choix de 3e ronde ou quelque chose. Mais il y a une affaire de même pour Zach Whitecloud, je pense que ça ferait l'affaire. Ou à la limite, le choix de première et Kapanen, mais moi c'est le Kapanen Pickford plus le choix de première. Pickford c'est pas nécessairement un fit parfait non plus pour Calgary. Non pour Calgary non plus, mais pour Calgary non plus parce que ici ils ont cherché Nemec puis ils ont Parek puis c'est un défenseur purement offensif Pickford. Fait que je pense pas que nécessairement c'est un fit pour eux, mais un joueur de cette trame là, peut-être un Engstrom. Pickford c'est encore pire parce qu'il est pas purement il est pas offensif puis il est pas défensif là. Il est comme on dirait que c'est pas clair. Il y a énormément il y a 45 buts, il a gagné défenseur de l'année dans la CHL. Mais c'est pas clair que ça va être un défenseur offensif dans la Ligue nationale. Pas du tout. C'est pas nécessairement un super bon patineur, c'est pas le meilleur passeur, mais c'est un joueur qui a un lancer foudroyant puis un bon flair offensif. C'est ça. Donc il y a de la valeur, puis défensivement il y a beaucoup de lacunes. Il y a beaucoup de lacunes. Pour un joueur de 20 ans dans la Ligue canadienne, c'est un peu inquiétant. Mais c'est sûr qu'il y a de la valeur, mais c'est comme on dit, il n'y a pas de fit avec le Canadien. Je pense que Bryce Pickford, c'est un joueur qui va partir comme avec Kapanen. Moi, je pense que Pickford et Kapanen ne seront pas de l'organisation du Canadien au début de la saison. Whitecloud, c'est une cible, mais pour moi, il y a d'autres cibles plus importantes à l'attaque. Tu vois les noms, là? En tout cas, il y en a un en défense que j'ai pu. Ouais, ben l'autre défenseur qui est agent libre. Moi, je pense que ça dépend du prix. Un autre fit, c'est Jacob Trouba. Je sais pas combien qu'il va demander. Jacob Trouba, pour moi non plus. C'est difficile à dire parce que on dirait que les joueurs ils veulent le plus de termes possible. Ils veulent les contrats plus longs pour baisser le contrat. Mais si je serais pas tant à l'aise de donner un contrat de 5-6 ans à Jacob Trouba qui rendrait comme 35-36 ans. Mais moi, Jacob Trouba, pour la saison prochaine, pour les 2 prochaines années, pour moi, c'est un fit parfait comme 5-6e défenseur. Exactement. C'est exactement le joueur que tu cherches. Mais tu sais, ça va dépendre du prix de ce qu'il demande. Moi, je pense que Montréal, ça serait une destination
qui a de l'allure pour lui. Mais il faudrait y donner, parce que je sais pas son âge, mais il faudrait y donner 36, je pense. Un contrat de 2 ans. Ouais, contrats de 2 ans, je serais à l'aise avec ça. Mais c'est pas vraiment mais plus est-ce que le Canadien va faire ça? Moi, je pense pas, à cause que c'est... il y a 32, mais tu sais... Ouais, mais tu lui donnes pas 4 ans. Non, je comprends, mais parce que tu veux pas bloquer David Reinbacher non plus. C'est ça. Fait que faudrait que tu lui donnes un contrat de 2 ans, pas plus. Ouais, mais il va demander 6-7 millions de dollars. C'est ça. Mais tu sais... C'est cher pour un défenseur que le Canadien fait. 6 millions, là, mais bon, OK. Mais c'est un bon fit. C'est un joueur que je regarderais. C'est pas moi, je regarderais Whitecloud en premier. À 2,75 millions, je serais plus à l'aise de payer des choix de repêchage puis des jeunes joueurs pour Whitecloud que de donner 7 millions à Trouba. Mais Trouba, c'est, mettons, Whitecloud se fait changer ailleurs, c'est un joueur que je regarderais. Parce que, tu sais, il n'y a pas énormément de joueurs de bons gabarits, droitiers, que tu peux te servir dès la saison prochaine. Tu sais, qui est un vétéran, là, aussi. Ouais, exact. Tu as Reinbacher dans la ligue qui s'en vient, mais c'est pas, je ne compterais pas sur Reinbacher la saison prochaine. Là. Non, mais ça serait... J'aille pas le nom, c'est juste encore une fois combien il va falloir que tu lui donnes. Là, parce que ça va être un gars qui va être en demande. Là. Ah, c'est sûr. Le Canadien, c'est pas la seule équipe qui a des besoins dans ce département-là. La surenchère. Ouais, mais le Canadien, reste une destination désirable pour les agents libres. C'est une équipe qui est jeune. De plus en plus, là, ça l'a été pendant longtemps, mais ça l'était pas. Je parle de maintenant. À ce jour, le Canadien, c'est une équipe qui vient de faire la finale de la conférence, qui montre des bons signes, qui a des bons joueurs, qui a l'air d'avoir un gardien de franchise. Tout va bien à Montréal. Il a l'air d'avoir un gardien de franchise, c'est ça que t'as dit? Ouais. En Jacob Dobech? Ouais. Ouais, tu te gâtes un peu, là, quand même. Qui a l'air d'avoir... Ben, gardien de franchise, pour moi, je veux dire, genre notre starter pour les 10 prochaines années. Là. J'ai pas un top 3 gardien en NHL, là, mais moi, je pense que Dobech est borderline... Avec ce qu'il a fait en série, il est borderline top 10 dans la Ligue nationale aujourd'hui. Je suis bien à l'aise de dire ça. Moi, j'ai encore des doutes sur Dobech. Il a sauvé les meubles. Il a été excellent en série. Le Canadien, la défense du Canadien a pas été... Toi, t'aimes mieux Dobech, mettons, que Fowler? Ouais, à ce jour, sans doute. Là. Fowler, il est solide, il est très bon techniquement. Le Canadien aime mieux Fowler. Je pense pas du tout. Fowler, c'est un petit gardien de but. C'est un petit gardien. Mais Dobech, moi, je trouve ça. Ce que tu viens de dire, c'est complètement fou. Après les séries de Dobech, le Canadien préfère Fowler. Ben, c'est ce que moi, de l'impression de ce que tu vois, je comprends. C'est ce que j'entends. Mais moi, je suis pas du tout d'accord. Fowler, peut-être, là, mettons, un échange avec les Oilers d'Edmonton, là, on parle des fois de la possibilité qu'il y ait un échange pour aller chercher Connor McDavid. C'est le genre d'affaire dont on entend parler. Puis, ça a l'air que... En tout cas, moi, j'entends que le Canadien aimerait mieux garder Fowler. Ils ont l'air d'avoir plus confiance en Fowler. Aucun sens pour moi. Mais c'est pas moi qui l'invente. Non, je comprends, mais pour moi, les reports que j'ai entendus, pour moi, ça n'a aucun bon sens parce que Dobech, il a prouvé que c'était un gardien de but d'élite en série. Je dis pas qu'il va. Moi, c'est ça. Il y a eu des problèmes de conscience cette saison. C'est comme, pour moi, c'est un peu comme si tu disais qu'Alex Newhook avait prouvé que c'était un joueur top 6 parce qu'il y avait des bonnes séries. Non, mais si Alex Newhook aurait fait 25 points en 20 matchs, je dirais ça, mais c'est comme si Dobech avait fait ça. Il a été excellent. De loin le meilleur joueur du Canadien de Montréal. Yaroslav Halak avait été très bon. On n'est pas là sans Dobech. Halak, ça n'a pas été. Il était un gardien solide. Vézina, mais non, je dis pas que Dobech va gagner un Vézina. Je dis que c'est le gardien partant du Canadien pour les 10 prochaines années. Je pense que Jacob Fowler a un plus gros plafond. Moi, je suis bien à l'aise de changer Jacob Fowler cet été. Bon, ben, parfait. Mais. Puis un gars pour lequel je changerais Jacob Fowler, pour moi, c'est Elias Pettersson. Non, quel désastre. Non, écoute-moi. Hey, on va faire ma caméra. Écoute-moi. Il y a des reports que les Canucks de Vancouver sont prêts à retenir jusqu'à 3 millions de dollars sur le contrat d'Elias Pettersson. C'est sûr. Un Elias Pettersson à 8,6 millions pour les 6 prochaines saisons. Un gars qui a fait 100 points il y a 2-3 ans. Non. Ça, c'est comme... Pour moi, c'est le deuxième centre parfait pour le Canadien de Montréal pour jouer avec des comme Patrick Laine, là, où t'es là pis tu dis, regarde, c'est un gars qui marque... Oh my God, pas du tout. 35 buts par année, tu vas l'avoir à 8 millions. Le gars... Il y a des lacunes dans son jeu. Il y a énormément de difficultés dans les dernières saisons. Il cancer dans le vestiaire à toutes les fois que, écoute, il se passe quelque chose à Vancouver, il est pas content avec un ci, il est pas content avec un ça. On échange JT Miller, il s'entend pas bien avec Quinn Hughes. Hey, tu vas donner ça, puis il y a combien d'années à son contrat? 6 ans, à 8,6 millions pour un joueur. Merci. Pour un gars qui fait 40 points par année, là. Pas du tout. Non. C'est pas un gars de 40... Non.
Peterson à Montréal avec Ivan Demina, c'est un gars de 70 points minimum. Puis à 8,6 millions. 51 points, puis l'année d'avant, 45. Dans cette année, en 74 matchs, il a fait 51 points. Non, je veux pas. Je suis complètement là. Moi, je veux Elias Peterson. Moi, je le veux pas. Je suis prêt à donner un gars comme Jacob Fowler pour aller chercher Peterson à 3 millions retenus. One for one, non. Tu vas... Je suis prêt à donner Fowler, je suis prêt à donner le choix de 28. Je suis prêt à donner bien des affaires pour aller chercher Elias Peterson. C'est sûr que Vancouver saute là-dessus. 100%. Je suis pas d'accord. 3 millions retenus, c'est 18 millions sur 6 ans retenus. Je pense que ça va coûter. Moi, je le veux pas. C'est sûr que si tu donnes Jacob Fowler et une coupe de choix à Vancouver, c'est sûr que Vancouver dit oui. J'espère. De se débarrasser de ce gars-là. Ce gars-là, c'est un désastre. Sérieusement, là. C'est comme Patrick Laine. Non, c'est pas comme Patrick Laine. Puis finalement, c'est pas comme il est pas content. Il reste un excellent. Regarde Elias Peterson jouer cette saison. Il y a une bonne shot. Il reste un excellent joueur de hockey. Il reste un excellent joueur. Non, c'est pas vrai. Tu vas lui donner. Il joue avec qui, Elias? 8,5 millions pour 6 ans. Non. T'es pris avec ça après. Non. Ça, c'est le genre d'affaire qui détruit tout ce que t'as fait depuis le début. T'as construit une équipe. Peterson, il joue avec qui cette saison? Non. Il joue avec qui cette saison? C'est un joueur point par match. Moi, il m'intéresse pas avec ce contrat-là. Non, puis l'autre année d'avant... Si on va chercher Peterson cette saison, je serais pas du tout surpris s'il devient un gars de 80 points avec Demidov. Pas du tout, man. Moi, je veux pas faire ce pari-là. Pas en tout. À 8,5 millions, pour moi, je suis bien à l'aise. Moi, non. C'est un excellent... Moi, non. Là, il va se pogner. Tu iras regarder des clips de Peterson la saison dernière. Il va chicaner avec Demidov, il va chicaner avec Suzuki. Là, t'es pris avec ce contrat-là. Oublie ça. Peterson... 6 ans, il bloque... Il est pas vieux, là, Peterson, là. Il est pas vieux du tout, non, là. Non, mais c'est le contrat, le problème. C'est pas du tout le contrat. 8,5 millions. Non, je suis tellement à l'aise avec ça, là. Mais avec le plafond qui monte, c'est moins pire. Mais oui, mais il faut prendre ça en considération. Oui, mais là, t'es pris avec ce gars-là. T'es pas pris avec ce gars-là, c'est ton deuxième centre d'avenir. Non, c'est pas ton fit deuxième parfait. centre d'avenir. Non, c'est un fit parfait. C'est genre Nico Hischier. Ouais, mais Nico Hischier n'est plus sur le marché des transactions. Il l'a annoncé. Il va sûrement signer une extension dans les prochaines semaines à New Jersey. Ça m'intéresse pas du tout. Moi, j'approuve pas ça. Elias Les gens Peterson, dans les commentaires diront ce qu'ils voudront. À 8,6 millions de dollars pendant 6 ans à Montréal, je suis prêt à payer un Patrick premium pour aller tu chercher. L'avais à 8,7 puis t'avais juste hâte qu'il s'en aille. La comparaison avec Patrick Laine pour moi est absurde. Tu regarderas jouer Peterson cette saison, il reste un super bon joueur. Elias Peterson, à quoi il va ressembler dans 2 ans. D'après moi, ça va ressembler. Ça dépend, il va où. S'il va à Montréal puis joue avec Demidov, moi j'ai aucun doute qu'il va revenir au moins à 70% de ce qu'il était. Puis le gars est déjà ça, c'est 70 points. Non, je veux pas ça. C'est sûr, comment tu n'as pas été engagé à Vancouver? T'as une belle culture à Montréal en plus. Tu penses qu'un gars va ruiner la culture de Montréal? Moi, je pense qu'il va embarquer dans la culture. Ça va bien aller pour Peterson. Non. Il a ruiné la culture à Vancouver. C'était un club qui s'était rendu en 2e ronde. C'est pas lui qui a ruiné la culture à lui seul. Là. Ben, il s'est pogné avec JT Miller. Il s'est pogné avec pour moi, JT Miller a l'air beaucoup plus problématique qu'Elias Peterson en tant que personne. Là. Peterson, il a l'air plus réservé. Moi, j'ai aucun... Moi, je comprends ton point. Mais après ça, il s'est pogné avec Quinn Hughes. Ça a l'air, Elias Peterson. Fait que c'était pas juste un problème avec ça se peut, j'ai pas vu ça. Elias Peterson... Il se pogne avec tout le monde. Moi, il m'intéresse pas. Je pense que c'est un gars qui se traîne les pieds. Puis comme je te dis, là, 50 points, 15 buts, je vais pas virer fou avec ça. Il joue avec qui? L'autre année d'avant, il en a fait 45. En combien de matchs? En 64. Mais tu sais, c'est pas bon. C'est un gars de 50 points par année. Ça, c'est un pace de 60 points. Avec pas de coéquipier. Là, tu le mets. L'autre année d'avant, il y avait des coéquipiers. Mais là, avec Ivan Demidov, man. Non, moi, ça va être une autre fois. Elias Peterson comme deuxième centre du Canadien, oui, s'il te plaît. Moi, non, mec. Vas-y avec un autre, là. Ok, ben, moi, un autre cible à l'aile pour le Canadien dans le top 6, pour moi, que je regarde, c'est Alexis Lafrenière. Ok, c'est moins pire. Pour moi, c'est très intéressant, surtout que tu regardes la direction des Rangers de New York. C'est une équipe qui projette pour être vraiment mauvaise la saison prochaine. Ils ont le 5e choix au repêchage. Je serais pas surpris s'il... Il y a eu quoi, 60 points, hein, je pense, cette année? Il y a une bonne saison. Je pense qu'il y a plus. Je pense qu'il est capable d'en donner plus. Mettre dans une bonne situation comme Montréal. Pour moi, le deuxième... Il y aurait pas mal de pression, le kid, à Montréal, là, par contre. Il n'y a pas une pression... 57 points, 24. Moi, la pression d'un joueur de deuxième trio pour Lafrenière, pour moi, je suis bien à l'aise. Il n'y a pas un bon contrat, par contre. 7,45 millions pour les 6 prochaines années. Moi, je suis à l'aise avec ça. Ouais.
C'est dur à dire là, avec le plafond qui monte, là, les barèmes. Si il reste un gars. Jason Dickinson a signé à 4 millions. Non, mais si Lafrenière reste un gars de 60 points pour les 6 prochaines années, son contrat va valoir la peine. Pour moi, il est juste du upside. Là. Il est juste du upside. Encore une fois, comme Peterson, je suis prêt à payer un premium pour Alexis Lafrenière. C'est quoi un premium? C'est un choix le choix 28, je suis prêt à donner un choix de première ronde la saison prochaine. C'est sûr. Puis Bryce Pickford. Ouais, c'est un bon package. T'es prêt à donner l'équivalent de deux choix de première ronde et un bon prospect pour Alexis Lafrenière. Ouais, ben en tout cas, je trouve ça, mettons, par rapport à ce que t'étais prêt à donner à White Cloud, je trouve que tu payes plus le premium pour White Cloud que pour Lafrenière. Ouais, pour moi Kapanen il vaut rien dans ma tête là. Je rajoute ça comme ça. Fait que Kapanen, je rajoute Kapanen à Lafrenière d'un 28e choix au total. C'est 100% sûr. Là. C'est sûr et certain. Sûr et certain. Je suis pas sûr, moi. On aurait cru qu'il a fait 24 buts. Dans la ligue, il y a quelqu'un qui va sauter, qui te donnerait plus qu'un 28e, je pense. Je parierais à ma maison que personne n'aurait mieux qu'un choix de numéro 28 pour aller voir Kapanen. Moi, je suis pas sûr. Hey, des choix de fin de première, là, ça vaut pas tant que ça. Aller Kapanen vaut encore moins que ça. Moi, je trouve que ton prix pour Lafrenière, en tout cas, je serais à l'aise. Je lance ça comme ça, j'y ai pas pensé tant que ça, mais je serais prêt à donner. Je serais prêt à donner plus que ça. Pickford, c'est pas mais je pense que ça va ressembler à ça, le retour pour Lafrenière. Mais je serais prêt à donner plus que ça. Moi, je veux dire que je pense que ça pourrait. J'ai pas pris le temps de regarder tant que ça, mais un gars comme Zarovski pour Lafrenière, peut-être, mais je serais pas plus d'un vrai retour. Ce serait pas la première chose qui me pourrait en. Moi, je suis pas autant high sur Zarovski que le consensus, mais je trouve pas qu'il voit pas le potentiel. Comparaison à Demidov, moi, je trouve qu'ils sont complètement irréalistes. Là. Ouais. Bon, écoute, le temps file. T'as-tu une dernière cible, Madani, avant qu'on conclue? Je vais parler brièvement de 3 cibles de tiers B pour le 3e trio. Il y a Jake DeBrusk, qu'il faudrait charger par transaction à Vancouver également. Mason Marchment et Anders Lee qui sont agents libres. Pour moi, c'est tous des gars qui fit le mode de power forward. Ça qui pourrait fitter pour le Canadien, pour un 2e trio. Court terme. Court terme, mais c'est des gars qui vont demander pour du terme. Je suis quand même relativement à l'aise avec ces cibles-là. Particulièrement Marchment et Lafrenière. Mais moi, je pense que Marchment va coûter cher. Il a fini quasiment point par match avec Columbus après la date limite. On va voir c'est quoi le prix pour Marchment. Mais... OK. Mais moi, c'est Patterson que j'aime pas. Mais regarde, on termine le podcast là-dessus parce qu'il a été long. On s'est repris en grande force parce qu'on avait pris un petit break. Là. Alors, on remercie tout le monde de nous avoir écoutés puis on se revoit dans un prochain épisode. Merci beaucoup. Bye la gang.